D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté Pas de souci. de nous recevoir. Pas de souci, avec grand plaisir. Est-ce que tu es d'accord que pour l'interview, on se tutoie? Oui. Parfait. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous expliquer un peu ton parcours? Donc je m'appelle Joey Kums, j'ai 24 ans, je suis échevin des festivités, du sport et de la culture de la ville de Wavre. J'ai fait des études à l'UC Louvain et j'habite à Wavre du coup. Fabuleux. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui t'a poussé à te lancer dans la politique? Oui, c'est les inégalités. Donc moi depuis que je suis vraiment tout petit, je suis hyper sensible aux inégalités. Genre je suis un petit peu l'enfant un peu rebelle dès qu'il y a quelque chose qui lui semble injuste, etc. J'ai un peu toujours été comme ça. Et puis une fois que je suis arrivé vers mes 16-17 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans des ONG, dans des ASBL. Et j'ai commencé à avoir un parcours plutôt associatif et militant aussi. Je me suis rendu compte de pas mal de choses qui tournaient pas spécialement rond dans la société, donc militant. Et au final, je me suis engagé en politique il y a 1 an et demi, 2 ans vraiment, parce que je voulais comprendre aussi la machine de l'intérieur et je voulais avoir une action concrète de l'intérieur aussi. Puis je trouvais qu'il y avait une sous-représentation des jeunes en politique et notamment au sein de mon parti, du coup le Parti Socialiste. Et donc voilà, et puis ça a fonctionné et je continue maintenant. Enfin, c'est mon travail maintenant de faire de la politique, donc voilà. Trop chouette. Alors, du coup, comme on peut le voir, t'es jeune. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, c'est quoi les grandes préoccupations des jeunes Belges à l'heure actuelle? Mais en fait, deux choses. Moi, j'ai du mal quand des politiciens disent un peu les priorités des jeunes. Parce que c'est une question qu'on a beaucoup posée pendant la campagne à des politiques. Et à ce moment-là, j'en étais pas un. Et donc moi, je parlais de mes priorités, puis des priorités de mes potes, mon entourage et des jeunes en général. Et maintenant que j'ai un mandat, je me sens moins légitime de répondre à cette question. Parce que je me dis, je suis toujours jeune, j'ai toujours 24 piges, mais j'ai pas envie de dire à la place des jeunes quelles sont leurs priorités. Ceci dit, moi, en tant que jeune, j'ai 3 priorités, je suis sûr. Donc lutter contre les inégalités au niveau de l'enfance, donc la gratuité de l'enseignement. Vraiment que l'enseignement soit vraiment un levier d'émancipation pour les jeunes, encore plus qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Le climat, parce que je souhaite, en tant que jeune, avoir une planète sur laquelle vivre, et le réchauffement climatique s'accentue. Il n'y a pas assez de choses qu'ils ont mises en place, et donc je pense qu'il faut absolument redoubler d'efforts à ce niveau-là. Et la troisième, c'est évidemment au niveau des études supérieures aussi, qui reste un endroit ancré d'inégalité entre les différents étudiants et qui devrait aussi être un lieu d'émancipation. Et en fait, mes 3 points, qui sont un peu mes priorités de jeunes, sans parler pour tous les jeunes, ça reste lié finalement à l'émancipation et à la lutte contre les inégalités. L'enseignement, on va y revenir un petit peu plus tard. Oui. Mais commençons d'abord par notre nouveau gouvernement Arizona. Donc il a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on peut avoir un peu ton avis et si tu penses qu'ils vont vraiment répondre aux besoins des jeunes? Je pense qu'ils ne vont pas répondre aux besoins des jeunes, je pense qu'ils vont répondre aux besoins de personne. En tout cas, pas de la plupart des gens. Moi, j'étais d'abord choqué en voyant le gouvernement du faible taux de représentation des femmes. Donc on sait qu'il y a 4 femmes sur les 15 ministres. Finalement, ça reste un gouvernement de droite, plutôt dur avec les nationalistes flamands. Et donc ça pose question pour l'avenir des jeunes, mais pour l'avenir de la Belgique aussi. Et donc je pense pas qu'ils vont répondre aux priorités des jeunes. Ils ont tenté, ici ils ont fait une sortie récemment sur les 650 heures pour les jobs étudiants. Je sais pas si on en parle après. On en parle après. Oui. Mais donc voilà, on voit que j'ai l'impression que c'est un gouvernement qui va essayer un petit peu de nous berner avec des mesures semi-sociales et semi-orientées vers les jeunes sans que concrètement ça ait un impact positif pour la jeunesse. D'autant plus que, et je me rends compte maintenant aussi que je suis vraiment dans la politique, tout concerne les jeunes. Parce que même ce qui est lié au marché de l'emploi, les pensions, en fait, je me rends compte que puisqu'il s'agit de notre avenir et de notre situation plus tard,
toutes les politiques finalement concernent les jeunes et pas que les politiques sur les jobs étudiants ou l'école, quoi. Et donc voilà. Et ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Ben, parlons un peu de l'enseignement du coup maintenant. Le décret paysage a fait beaucoup parler récemment et beaucoup d'étudiants sont inquiets. Ben, c'est quoi ta position là-dessus? Je pense que c'est... Donc il y a un moratoire qui a été mis en place il y a un an, donc le décret a été bloqué. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'effectivement au niveau de l'enseignement supérieur, il y a peut-être des choses à baliser, à mettre en place, notamment parce qu'effectivement on peut s'y perdre avec les crédits. Et donc effectivement réussir en fait année par année, c'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. Par contre, le fait d'exclure aussi rapidement les étudiants de l'enseignement supérieur s'ils n'ont pas les 60 crédits en 2 ans, en sachant qu'il y a en bac 1, il y a des cours à pète. Il y a des cours à pète, il y a des gens qui s'en sortent très bien, en ayant un cours de bac 1 pendant plusieurs années, parce qu'en fait, voilà, il n'y a rien à faire. On a tous nos bêtes noires, et dans le système universitaire belge, on doit réussir chacun des cours. Par exemple, en France, ce n'est pas le cas. En France, tu ne dois pas tout réussir pour avoir ton diplôme. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ces spécificités-là, ces spécificités belges, et puis aussi les spécificités de parcours des étudiants. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, mieux baliser le parcours universitaire, c'est une bonne chose. Maintenant, exclure les étudiants, ça pose un problème, un gros problème, parce que les étudiants qui vont être exclus sont ceux qui ont le moins le temps d'étudier, parce qu'ils doivent jobber à côté, parce qu'ils ont des circonstances de vie particulières, etc. Et ça peut être un véritable frein. Donc voilà. Pour rester dans les sujets de l'enseignement qui ont fait couler beaucoup d'encre dernièrement, il y a eu une vague de protestation contre la réforme du qualifiant proposée par Madame Latini. Quelle est la position de ton parti sur cette question? On est contre, évidemment. En fait, et c'est assez incompréhensible puisque c'est un parti quand même donc le MR qui veut un petit peu lutter contre les métiers en pénurie, mais derrière on va aller couper certaines filières qualifiantes et empêcher la possibilité pour certains étudiants et étudiantes d'avoir leur CESS. Et dans ma famille, justement, j'ai quelqu'un qui va être directement concerné par cette mesure. Et on se rend compte qu'il faut préserver ce genre de filière. Je pense au bois, par exemple. Il y a une école qui est spécialisée dans le bois en Wallonie, qui attire pas mal de gens qui veulent travailler dans le bois, qui va être supprimée. Et je me dis, en fait, dans quelle mesure on veut lutter contre des métiers en pénurie, on veut donner à tout un chacun la chance de réussir et d'avoir un diplôme, et on va venir couper ça ici pour des raisons... quelles raisons elle évoque? Des raisons budgétaires, des raisons... Enfin voilà quoi. À un moment donné, je pense que si on veut faire des économies, il faut certainement pas le faire sur le dos des jeunes, quoi. Tu en as parlé tout à l'heure, dans tes priorités, tu parlais du climat. Comme on sait, c'est une vraie préoccupation. Quel est ton avis sur ce sujet et est-ce qu'il faut accélérer la transition climatique en Belgique? Il faut accélérer la transition climatique en Belgique, certainement. Maintenant, il faut le faire de la bonne manière. Et je pense que les plus gros pollueurs aujourd'hui en Belgique, ce sont les personnes qui ont les moyens. Et quand je parle des moyens, je parle du capital aussi. Donc les multinationales, les grosses entreprises qui polluent énormément et qui sont malheureusement jamais punies pour ces pollutions-là. Et donc, parfois, je pense que quand on parle d'écologie, on se dit qu'en fait, on va taxer nos voitures, on va nous obliger à faire payer les sacs poubelles plus chers, etc. Et donc, il y a un petit peu une méconnaissance de... Bon, il faut trier ses déchets et éviter la voiture un maximum, mais on se dit que c'est ce que les politiques doivent ou devraient mettre en place pour un peu annihiler le fait que la plus grosse masse de pollution vient des multinationales. Et donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller punir et changer les choses, changer la manière dont on consomme, etc. Sans en fait rajouter des bêtes taxes entre guillemets sur le citoyen lambda qui fait déjà des efforts, quoi.
faisons faire des efforts à ceux qui en font le moins. Et donc effectivement les grosses boîtes polluantes. Tu as un peu répondu, à ma question suivante, mais comment selon toi on peut rendre les mesures écologiques plus accessibles aux jeunes et surtout aux jeunes précarisés? Au niveau des jeunes, je pense que ce qui est intéressant en termes de mesures écologiques, c'est par exemple l'abonnement tech à 12 €. C'est pas pas une mesure restrictive pour eux, au contraire, ça favorise. Et je pense qu'au niveau des jeunes et des personnes précaires en soi, il faut faire des mesures écologiques qui donnent envie aux gens, en fait, finalement, de prendre le bus plutôt que la voiture parce que ça coûte moins cher, de trier leurs déchets parce que derrière ils ont un gain. Et je pense que voilà, au niveau du citoyen lambda, du jeune lambda, il faut plutôt aller le chercher comme ça, en disant qu'il y a un gain derrière le fait d'avoir des actions écologiques et pas punir. Je pense que l'écologie punitive, ça fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, en tout cas au niveau du citoyen lambda. Par contre, effectivement, et je l'ai dit, je pense qu'il faut absolument taxer les grosses multinationales, les grosses boîtes, et surtout même en fait, les sanctionner quand il y a des débordements. Une usine, je pense, du côté d'Ecocine qui relâche plein de petites billes de microplastiques dans l'environnement. Quid des sanctions, en fait. Et c'est ça le problème. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye on promouvoit une écologie qui punit plutôt le citoyen lambda que la réelle cause du problème écologique, c'est-à-dire en général quand même les grosses boîtes polluantes, quoi. Pour le moment, on parle beaucoup en Europe de la Troisième Guerre mondiale. Nous, dans notre école, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Et on a entendu le fait que l'Europe voulait renforcer sa sécurité. Est-ce que tu penses que c'est un sujet important et qu'on doit investir plus dans notre sécurité européenne? Oui. Oui. Je suis persuadé que l'Europe doit investir dans sa défense. Je pense même que l'Europe devrait éventuellement créer une cohésion européenne, même au niveau militaire. J'aurais pas dit ça à l'époque spécialement, mais il n'y a rien à faire. On remarque qu'en géopolitique à l'heure actuelle dans le monde, c'est des rapports de force. Et que si tu n'es pas fort, tu n'as pas de poids. Et je pense que voilà, avec ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, en Chine, il est temps que l'Europe se replace sur la scène internationale. Et malheureusement, et je dis malheureusement parce qu'en fait, moi je souhaiterais vivre dans un monde où en fait on peut dépenser cet argent pour autre chose, pour peut-être garder les filières qualifiantes de Glatini. Mais c'est essentiel qu'on retrouve une grosse place sur la scène internationale si on veut en fait éviter la guerre. Et c'est assez paradoxal parce qu'en même temps on se dit si tout le monde se désarmait, il n'y aurait peut-être pas de guerre. En même temps on vit dans le monde dans lequel on est, et si derrière on a la Russie, les États-Unis, la Chine et d'autres puissances qui s'arment et qui sont puissantes, il faut qu'on soit capable de se défendre, quoi. Donc on n'a pas d'autre choix. On entend parler dans plusieurs pays européens d'un retour du service militaire obligatoire pour les jeunes. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée à mettre en place en Belgique? Non. Non, pas obligatoire. Maintenant, un service militaire volontaire, je pense que ce serait une bonne chose. Mais moi, je suis pas tant pro-militarisme, etc. Mais je pense qu'effectivement, ce serait intéressant d'avoir peut-être un service civique obligatoire. C'est une idée, hein. C'est pas dans un programme, mais je me dis pourquoi pas un service civique de 12 mois qui permet finalement, même au niveau de l'égalité des chances, etc., de pouvoir peut-être mettre les choses à plat ou que tout le monde puisse avoir cette même expérience et avoir une certaine mixité sociale. Donc il y a plein de choses intéressantes dans ce genre de service. Mais donc voilà, je suis plutôt team service citoyen, service civique que service militaire. On en parlait tout à l'heure, on a dit qu'on allait y revenir. On va parler un peu des jeunes jobistes et notamment des stages. Alors les stages non rémunérés sont encore très courants en Belgique. Quel est ton avis sur cette situation et est-ce qu'il faudrait rendre les stages non rémunérés interdits? Oui. Sous certaines formes. Je pense qu'un stage d'observation d'une semaine ou peut-être un stage de quelques semaines qui n'est pas rémunéré
Voilà, c'est ok, je crois, dans le cadre vraiment scolaire. Maintenant, quand il y a des gros stages, par exemple à l'université, ou même dans le qualifiant, etc., des stages de, je sais pas, moi, 1 mois, 2 mois, etc., il faut que ce soit rémunéré absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne fournit du travail et qu'il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui travaille doit être rémunéré. Alors, les détracteurs diront, mais en fait, quand on fait un stage, on apprend toujours. On est toujours en train d'apprendre. Mais en même temps, on fournit quand même une masse de travail. Et donc, il y a plein de stages où en fait, les stagiaires, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, oui, stage rémunéré. Les stages obligatoires doivent être rémunérés. Ok. Et maintenant, venons un peu sur la nouvelle annonce de notre nouveau gouvernement d'autoriser le travail étudiant pendant 650 heures. Beaucoup disent que c'est un progrès, beaucoup disent que c'est une aberration. Comment tu te positionnes là-dessus? C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je suis issu d'un milieu précaire. Et donc, j'ai toujours eu besoin de travailler pour m'acheter des vêtements, par exemple, etc. Une fois que je suis arrivé à l'université, il fallait que je travaille. J'avais pas le choix de travailler pour payer mes sorties, ma vie sociale, ma vie culturelle, etc. Et donc, j'arrivais très vite, finalement, à ce seuil des 475 heures à l'époque. Et donc, je comprends, finalement, que ça puisse être un soulagement pour certains étudiants qui sont qui ont des difficultés financières. Parce qu'ils se disent, ouf, je vais pouvoir travailler plus, avoir plus d'argent, et ça va les soulager. Et c'est là où je dis que c'est tricky, parce que, en fait, c'est quelque part une balle contre son camp. Parce que derrière, effectivement, c'est du temps en plus que les étudiants vont passer à travailler au lieu d'étudier. C'est du temps en plus que les employeurs vont pouvoir quelque part exploiter une main-d'œuvre qui n'est pas chère au lieu d'engager des vraies personnes. Donc on risquerait d'avoir des étudiants qui prennent le travail de personnes qui cherchent un travail, d'une part, et d'autre part, qui se focalisent, qui travaillent encore plus et qui ont encore moins de temps d'étudier. Et c'est là où je dis, c'est une mesure qui est rassurante pour les personnes qui ont besoin de travailler, mais derrière, est-ce que c'est la solution? Et là, la réponse c'est non. C'est pas du tout la solution. La solution, ce serait qu'en fait, les personnes, les étudiants ne soient jamais forcés de travailler. Finalement, la situation que j'ai vécue, quelque part, c'est pas normal d'être forcé de travailler alors que mon seul unique job, c'est censé être d'étudier. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai problème. Et je pense que voilà, il faut réfléchir finalement à des leviers pour lutter contre la précarité étudiante, pour qu'effectivement quelqu'un qui a envie de jobber parce qu'il a envie de tester simplement du travail, avoir un peu d'argent en plus, ce soit ok, mais pas travailler par nécessité, quoi, en étant étudiant. Voilà. Donc c'est un peu tricky. Partagé. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. En mode, regardez, maintenant vous pourrez avoir plus d'argent, alors qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Très bien. Beaucoup de jeunes se disent déconnectés de la politique d'après une enquête du Forum des jeunes. Comment ton parti prévoit de les impliquer plus dans le processus démocratique? Bah déjà, les jeunesses socialistes sont bien impliquées au sein du parti. On est vraiment sur les jeunes qui s'impliquent déjà, qui s'impliquent en politique. Et donc moi, j'ai très bien vécu en tant que jeune au Parti Socialiste. On est venu me chercher, on m'a expliqué pas mal de choses, je me suis toujours senti hyper accueilli au sein du parti. Donc je pense que pour les jeunes qui veulent s'impliquer au sein du Parti Socialiste, le parti est très ouvert. Maintenant, pour l'ouvrir au niveau des jeunes, pour essayer de les reconnecter, je pense que on est fort présent par exemple sur les réseaux sociaux. On est présent sur TikTok, sur Insta, etc. On essaie d'organiser aussi un max de conférences. Là, on lance un processus de refondation du parti. Et donc, on va consulter les jeunes qui ne font pas partie du parti non plus. Et donc voilà, je pense qu'il y a un peu cette double carte à jouer où il y a une responsabilité des partis en fait, à intéresser les jeunes. Mais il y a aussi, quelque part, je pense, une curiosité des jeunes à se poser peut-être des questions sur leur avenir et aussi à essayer de se renseigner, quoi, que ce soit des deux côtés, que ça vienne un petit peu des deux côtés. Et maintenant, effectivement, je pense que les jeunes sont... Enfin, d'après le sondage, les jeunes sont déconnectés de la politique. Je pense que le citoyen, de manière générale, en fait, est déconnecté de la politique. Et j'ai l'impression que les jeunes
sont peut-être déconnectés de la politique en tant que telle, je trouve quand même on a une génération qui est fortement dans la rue et militante et qui s'implique dans énormément d'ONG, d'associations, etc. Et donc peut-être que la politique en tant que telle séduit moins, pour autant la politique au sens large, je trouve qu'on est quand même une génération qui est vachement impliquée, contrairement à ce que nos aînés pourraient dire sur nous. Voilà. Le 9 juin dernier, les jeunes de 16 ans ont pu voter pour la première fois aux européennes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée et est-ce qu'il faudrait généraliser le vote à 16 ans à tous les niveaux de pouvoir? Joker. Fabuleux. Joker. Je pense que c'est c'est Joker. Parfait. Oui et non. Oui. Ça balance. Okay. Ça balance. Je pense qu'il y a plein d'éléments à mettre en perspective. Peut-être de manière non obligatoire. Je pense pas qu'on puisse contraindre les jeunes de moins de 18 ans d'aller voter. Donc peut-être oui, effectivement, de manière non obligatoire. Maintenant, à voir. Très bien. La guerre en Ukraine est un autre sujet brûlant, décidément, on n'a que ça. Est-ce que la Belgique gère bien cette situation ou est-ce qu'au contraire, elle devrait envoyer plus d'aide, moins d'aide, gérer ça différemment? Je pense que la Belgique a une place centrale, notamment du fait qu'on est la capitale européenne, enfin de l'Union européenne. Et je pense que la Belgique n'a pas beaucoup de poids, finalement, dans ce qu'elle apporte à l'Ukraine. Si ce n'est en tant qu'État belge. Et j'essaye de moins penser, quand je pense à l'Ukraine ou à d'autres conflits, j'essaie de voir un petit peu l'Europe comme étant une seule entité. Et donc je pense effectivement que la Belgique peut faire plus, notamment en augmentant sa défense, en étant un soutien diplomatique et politique de l'Ukraine, finalement comme elle l'est à l'heure actuelle. Et moi, ce qui me manque, c'est vraiment de retrouver une vraie unité européenne en fait, pour soutenir l'Ukraine. Voilà. Pour rester dans les sujets pas très réjouissants, parlons un peu de la Palestine. La situation reste très tendue. Quelle position ton parti prend-il à ce sujet et comment notre pays devrait réagir face à... Alors, il y a une chose qui devrait être faite depuis très longtemps, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Et mon parti travaille là-dessus, pousse vraiment fort dans tous les parlements pour essayer de faire passer la reconnaissance de l'État de Palestine. Et les libéraux et les engagés bloquent, enfin le gouvernement bloque, le gouvernement n'en veut pas. Et je trouve que la Belgique se rend complice en fait, finalement de ce qui se passe pour l'instant, n'envoie pas assez d'aide, n'en parle pas assez, ne prend pas assez position, et je trouve que la Belgique elle lâche. Et même le fait, en fait, pur et simplement, en fait, on peut s'arrêter là, mais l'idée que la Belgique ne reconnaît toujours pas l'État palestinien, pour moi c'est un scandale. C'est absolument scandaleux. Il y a des... Enfin, ce qui se passe, j'ai du mal à en parler, mais ce qui se passe sous nos yeux, c'est absolument insane. Et je trouve ça insane que la Belgique se bouge pas plus que ça. Et donc voilà, je trouve que la Belgique pourrait jouer un rôle hyper important au niveau de l'Union européenne, justement, en fait, au niveau diplomatique, pour faire bouger les choses au niveau de l'Europe, pour faire bouger les choses, et qu'elle ne fait rien. Merci. Voilà, pour cette Belgique réponse. un peu complice pour l'instant. Notre nouvel gouvernement a déjà proposé quelques réformes et a sorti son accord de gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement choqué dans cet accord ou à l'inverse quelque chose que tu trouves très intéressant? Bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont enfin taxer les plus-values financières, un tout petit peu. Donc parce que je trouve ça intéressant parce que nous, enfin les personnes salariées sont vachement bien taxées, mais pourtant si on place des actions et que ces actions ont des bénéfices sans fournir quelconque travail, c'était pas taxé. Donc apparemment ils vont le taxer un petit peu, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, et je pense que qui me choque
parce que justement j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, c'est la limitation de chômage dans le temps. La limitation de chômage à 2 ans. On est à côté de la plaque. C'est une mesure populiste qui fonctionne parce que les gens disent c'est normal que quand on travaille, on a un salaire et ceux qui ne travaillent pas ne gagnent pas d'argent. C'est tout à fait normal. Ça devrait être comme ça, point barre. Sauf qu'en fait, ça va plus loin que ça. Il y a des études qui prouvent que les personnes qui sont au plus on est éloigné du marché de l'emploi et au moins on a de revenus, au plus en fait on devient exclu de la société et donc le retour vers le marché de l'emploi est plus compliqué. Une fois qu'on n'est plus au chômage, on va taper la porte au CPS pour bénéficier d'un revenu d'intégration sociale. Donc finalement, on n'arrête pas les aides, on déplace le problème sur les CPS. Parce que les CPS sont financés par les communes. Donc on va mettre les communes en difficulté, puisque les gens qui sont au chômage, vont plus pouvoir être au chômage, vont aller au CPS pour bénéficier d'un revenu d'intégration sociale. Et donc de toute façon, en fait, on déplace juste le problème. Et pour aller plus loin que ça, quid des enfants dans tout ça? Quid des enfants dont les parents vont plus pouvoir bénéficier d'allocations et qui vont se retrouver dans des difficultés financières absolument ahurissantes? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour eux? La précarité est déjà énorme. Pourquoi précariser encore plus? Et puis alors, il y a aussi ce mythe que il n'y a pas de 500 € de différence entre les gens qui travaillent et les gens qui sont au chômage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et les scientifiques, la presse, l'a un peu bassiné pendant la campagne, mais il n'y a rien à faire, c'est devenu une vérité, alors que c'est pas vrai. Il y a déjà un écart de 500 €. Dans certains cas, vraiment en mode une maman avec 4 enfants, etc., là, effectivement, la différence est plus faible, mais dans la plupart des cas, c'est déjà le cas, quoi. Et donc je trouve que ça va créer beaucoup de problèmes. On s'en rend pas compte, mais ça va créer beaucoup de problèmes. C'est masquer la difficulté pour certains de matcher avec le milieu du travail qui est de plus en plus en fait, compliqué. Et donc voilà, je me suis un petit peu égaré. J'ai un peu raconté plein de choses en l'air, mais voilà. Et donc en fait, on pourrait me dire que non, mais je suis pas pour le travail, c'est normal que les gens qui travaillent pas n'aient pas d'argent, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Il faut quand même avoir de quoi se nourrir finalement, etc. Il n'y a rien à faire, mais quelqu'un qui a très peu de moyens va toujours tout dépenser dans des choses qui sont nécessaires, qui font fonctionner aussi l'économie d'une manière ou d'une autre. Enfin, finalement, on réinjecte l'argent dans l'économie à chaque fois. Enfin, soit. Ben, merci pour cette réponse qui était, ma foi, très intéressante. Et du coup, on arrive déjà à la fin. Est-ce que là, tu as l'occasion de parler à des jeunes? Quel message tu veux envoyer à la jeunesse belge aujourd'hui? C'est très solennel. Faut que je la regarde. Oui, tu regardes la caméra. Je regarde la caméra, Attends. Ça y est. Là, c'est le moment. La jeunesse. Je pense que ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est de s'engager, de rester curieux, d'apprendre, de découvrir les choses et de ne pas rester enfermé dans nos préconceptions. Parce que on a tellement de choses à faire et que le monde de demain, c'est le nôtre. Et qu'il faut qu'on s'implique d'une manière ou d'une autre. Donc le message que j'ai à vous dire, c'est impliquez-vous.